Bonjour à tous. Depuis plusieurs jours, je suis absorbé par une affaire qui, en France, ne disparaît jamais vraiment. Une affaire qui, malgré les décennies, continue de susciter débats, doutes, certitudes et parfois même des formes d'obsession. J'ai commencé il y a peu la lecture du livre de Jean-François Vincent, presque par curiosité. Et très rapidement, quelque chose s'est installé, une forme de tension intellectuelle, non pas simplement liée aux faits, mais à ce qu'ils impliquent. Parce que plus on avance dans cette affaire, plus une question s'impose presque malgré soi. Une question qui dépasse totalement le cas particulier et qui touche à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Cette question est la suivante. Qu'est-ce que juger et surtout d'où vient le droit de juger? L'affaire en elle-même est connue. En 1974, une enfant est enlevée puis assassinée dans les environs de Marseille. Évidemment, l'émotion est immédiate, nationale. Très vite, un suspect est arrêté du nom de Christian Ranucci. L'enquête alors progresse, ou du moins elle donne l'impression de progresser quand on s'intéresse au dossier. Des aveux sont obtenus, puis contestés. Des témoignages qui sont repris à plusieurs reprises. Des éléments matériels sont avancés, discutés, interprétés. Bref, le dossier est mine de rien rempli, mais assez court sur pattes. Il y a des procès-verbaux qui n'y figurent pas, des témoignages qui n'y figurent pas, laissant penser que l'instruction depuis le début, en fait, a été faite à charge. Le procès a eu lieu. Au lieu de durer 2-3 semaines, comme ce que prévoyaient certains magistrats, certains avocats, il a été beaucoup plus court, même très rapide, 2 jours. Et la condamnation tombe, à cette époque-là, c'est encore la peine de mort. Et donc 2 ans plus tard, en 1976, la sentence est exécutée après le refus de grâce de Valéry Giscard d'Estaing. Et depuis 50 ans maintenant, puisque le 28 juillet de cette année, ça fera 50 ans, le débat n'a jamais cessé en fait. Alors innocent pour certains, coupable pour d'autres, on a des arguments qui s'accumulent, des contre-arguments également, il y a toujours des zones d'ombre qui persistent, des incohérences qui sont relevées, et puis chacun au fond choisit un peu son camp. Mais à force de s'enfermer dans cette alternative, innocent ou coupable, blanc ou noir, eh bien on finit peut-être par manquer la question essentielle. Car finalement, le véritable problème n'est peut-être pas l'erreur judiciaire finalement. Le véritable problème, c'est le droit même de juger. Et oui, puisqu'il existe dans nos sociétés une forme d'évidence implicite. Une justice est nécessaire, donc elle est légitime. Et cette équivalence est rarement interrogée. Elle est posée comme un axiome. Il y a des crimes, donc il faut juger, et il faut juger, donc il faut une institution pour le faire. Mais cette chaîne logique contient un saut conceptuel majeur. Entre le constat d'un acte criminel et puis l'existence d'un pouvoir institutionnalisé de juger, il y a quand même une décision politique, historique et philosophique. C'est pas une nécessité naturelle, c'est plutôt ce que j'appelle une construction. Autrement dit, le fait même que la justice existe ne suffit pas à démontrer qu'elle est légitime dans sa forme actuelle. Et dans le cas justement de l'affaire Ranucci, cette question devient particulièrement aiguë, car elle touche justement à l'expression la plus radicale de ce pouvoir, surtout à l'époque, moi aujourd'hui depuis 80, la mise à mort légale. Et donc pour comprendre le problème, il faut s'arrêter sur un élément central. C'est le monopole. Dans nos systèmes contemporains, la justice n'est pas simplement une fonction, c'est une fonction monopolistique. Et donc, l'État détient seul le pouvoir d'enquêter, le pouvoir de poursuivre, le pouvoir de juger et, le cas échéant, à cette période des années 70, le pouvoir d'exécuter. Et donc, c'est cette concentration qui pose un problème structurel évident, puisque dans n'importe quel autre domaine, qu'il soit économique, médiatique, scientifique, le monopole est justement considéré comme problématique, précisément parce qu'il élimine la possibilité de contradiction. Or, la justice est précisément le domaine où la contradiction devrait être la plus forte, car il s'agit de vérité. Et pourtant, cette vérité est produite dans un cadre où une seule institution détient le pouvoir de trancher définitivement. Ça crée un déséquilibre fondamental. Car
Une institution en situation de monopole n'a pas besoin d'être absolument juste pour fonctionner, elle doit simplement produire une décision reconnue comme valide. Et c'est ici qu'on touche à une idée plus subtile mais essentielle. Dans un système judiciaire monopolistique, la vérité tend à devenir un produit institutionnel. Ça ne signifie pas que la vérité est fabriquée de toutes pièces, mais ça signifie qu'elle est validée, stabilisée, imposée par une structure donnée. Autrement dit, ce qui fait la vérité, ce n'est pas uniquement la correspondance avec les faits, mais la reconnaissance institutionnelle de ces faits. Dans l'affaire Ranucci, comme dans beaucoup d'autres, ce processus est visible. Une version des faits est construite, elle est défendue, elle est validée juridiquement, et elle devient de fait la vérité officielle. Et évidemment, une fois cette vérité établie, la remettre en cause devient extrêmement difficile. Non pas parce qu'elle serait nécessairement juste, mais justement parce qu'elle est institutionnalisée. Et cette logique atteint son point critique avec cette peine de mort, encore une fois, dans les années 70, car la peine de mort introduit un élément supplémentaire, l'irréversibilité. Dans un système faillible, toute décision devrait en théorie pouvoir être corrigée. Or, l'exécution supprime cette possibilité. Elle transforme une décision potentiellement révisable en acte définitif. Et évidemment, ça pose un problème logique majeur, puisqu'un système qui reconnaît implicitement sa faillibilité, à travers justement des procédures d'appel, de révision, de grâce, ne peut pas, sans contradiction, se donner le pouvoir d'appliquer des sanctions irréversibles. C'est une tension interne, une incohérence structurelle. Mais au-delà de cette incohérence, une question demeure plus fondamentale encore. Sur quel fondement une institution peut-elle s'arroger le droit de juger et a fortiori de tuer ? La réponse classique repose sur l'idée de souveraineté. L'État représenterait la société et à ce titre, il disposerait d'un pouvoir légitime. Mais cette réponse soulève immédiatement une difficulté. La représentation suffit-elle à fonder un droit aussi absolu ? Le fait d'agir au nom de la collectivité suffit-il à justifier l'exercice d'un pouvoir irréversible sur la vie individuelle ? Évidemment, rien n'est moins sûr, car si l'on accepte ce principe, alors les limites deviennent floues, et l'histoire montre que les pouvoirs fondés sur la représentation ont souvent dépassé les cadres initialement prévus. En réunissant ces éléments, monopole, production institutionnelle de la vérité, irréversibilité, légitimité contestable, on obtient une structure particulière, un système capable de juger sans concurrence, de produire une vérité reconnue et d'appliquer des sanctions définitive. Un tel système ne repose pas uniquement sur la recherche de la vérité, il repose sur la capacité à trancher. Et cette capacité, en l'absence de contrepoids réel, devient un pouvoir qui, même exercé de bonne foi, reste problématique par nature. Et donc on remarque que l'affaire Christian Ranucci continue de diviser, et elle continuera probablement de le faire. Mais ce débat, aussi légitime soit-il, masque peut-être une question plus profonde. Car le véritable enjeu n'est pas seulement de savoir si la justice se trompe, il en fait partie, mais surtout, le véritable enjeu, c'est de comprendre pourquoi on accepte qu'une institution faillible détienne un pouvoir absolu. Un pouvoir de juger, de décider, et dans certains cas, de mettre fin à une vie. Autrement dit, le problème n'est pas simplement l'erreur judiciaire. Le problème, c'est le cadre dans lequel cette erreur devient possible et surtout irréparable. Et tant que ce cadre ne sera pas interrogé, le débat restera incomplet. Car au fond, la question n'est pas « la justice peut-elle se tromper ?», la question est « devrait-elle avoir le pouvoir de ne jamais pouvoir être corrigée ?»